Bonsoir à tous, nous sommes le 4 mai 2024. Vous pourrez aller voter pour votre député européen le 9 juin prochain. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui le conservateur en chef au musée du Louvre, Nicolas Milovanovic. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis trop content que tu sois là. Bonjour Thomas. Voilà, parce que Nicolas, tu es responsable d'une partie du Louvre que j'adore, que je goûte particulièrement. C'est la peinture du XVIIe siècle. On va en parler pendant une heure. Mais d'abord, j'aurais voulu savoir comment on devient conservateur. Bah, écoute, c'est un concours qu'on passe, qui est le concours du patrimoine, de l'INP. Il y a une section conservateur et une section restaurateur. Ça, c'est très important de le dire, parce que c'est lié. C'est une formation assez proche. Et puis après, on passe 1 an et demi de formation où on a des intervenants qui viennent nous voir, puis surtout des stages dans les musées. Donc ça, c'est intéressant. Et pas que des musées, d'ailleurs. On va aussi dans des DRAC, etc. On voit un peu la culture en train de se faire en France. Et bien, au bout de 1 an et demi, on essaye de trouver une place dans un musée. Et donc, moi, à mon époque, c'était assez amusant parce que c'était Françoise Cachin, très liée à Pissarro, et qui voulait absolument qu'on parte en province. Et moi, je n'avais pas envie. Moi, je suis très attaché à Paris, et donc je freinais. Et je me souviens d'ailleurs, c'était un souvenir très fort quand elle m'a reçu. C'était très impressionnant, dans une grande salle, et puis elle me regarde, monsieur Milovanovic, j'ai le poste qu'il vous faut. C'est le musée de la porcelaine à Limoges, et donc voilà, non, je ne veux pas y aller. On a fini par s'entendre, et je suis allé à Poitiers, au musée de Poitiers, parce qu'en fait, elle tenait à ce qu'on ne reste pas à Paris, ce que je peux comprendre, pour qu'on reste pas. Et en fait, je suis allé un peu en reculant, mais j'étais très heureux. J'ai passé 2 ans à Poitiers, et j'ai découvert ce musée, cette ville. C'est assez fascinant, mais l'église, qui est trop, le fronton de l'église. Voilà, exactement. Ouais. Notre-Dame-la-Grande, c'est une merveille absolue de leur roman. Et alors j'ai regardé Internet tout sur toi. Donc je sais qu'avant, tu ne voulais pas être forcément conservateur. C'est-à-dire que tu étais parti sur autre chose avant. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, mon parcours, mes parents en fait sont des immigrés de l'ex-Yougoslavie. La Yougoslavie existait avant que ça éclate, avant qu'il y ait cette malheureuse guerre. Et on est venu, pour dire les choses, pour soigner mon frère qui était très malade. On ne pouvait pas le soigner en Yougoslavie, et il y a un médecin qui était un grand humaniste, le professeur Jean Bernard, qui a proposé un traitement. Ma mère est venue avec mon frère sous le bras, et le traitement a duré des années et des années. Donc finalement, on s'est tous installés, on a fini par rester. Voilà. Et mes parents, en fait, c'est milieu très modeste, c'est des enfants de paysans, mais grâce aux communistes titistes de l'époque, c'est Tito, la grande figure du communisme yougoslave, eh bien, ils ont pu faire des études de scientifiques, donc d'ingénieurs, et donc ils étaient tous les deux ingénieurs, et pour eux, c'était le métier. Donc moi, ils m'ont dit, fils, fais de la science, mais je détestais ça, et donc j'y suis quand même allé. Et et j'ai mis quelques années, parce que je n'ai pas une très forte personnalité, donc j'ai mis quelques années à me rebeller et à leur faire comprendre que ma passion absolue, c'était la peinture. Et comment ça s'est révélé, ça, alors? Parce que moi, je le savais depuis le début. Eux ne le voulaient pas. Comment ça t'est tombé dessus? Parce que c'est pas évident. Il y a toujours une alors famille. Je ne sais pas pour toi, Thomas, mais moi, depuis le début, la peinture, la première fois que je suis entré dans un musée, la première fois que j'étais confronté à cette beauté-là, ça m'a remué, ça m'a peu à peu, j'ai fini par aller dans les musées, ce que mes parents d'ailleurs faisaient pas trop. C'était des scientifiques, et à me dire, ça me plaît, ça me touche, j'ai même envie de faire ça. Je voulais devenir peintre, et voilà quoi. Et donc après, il faut le faire admettre, et c'est difficile. Et donc là, je crois que tu as été prof de mathématiques même, et tout ça. Voilà, parce qu'il fallait faire des compromis. Voilà, on ne pouvait pas non plus. Je dis à mes parents, je fais des études d'art, mais je trouve ça très courageux. C'est pour ça que j'aimerais bien que t'en parles, parce que c'est. Il faut bien financer tes études d'art en faisant prof de maths, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai même enseigné un peu les maths, et donc c'est vrai que du coup tout ce qui est scientifique, c'est aussi pour ça que je suis très sur les réseaux sociaux, tout ça, parce que tout ce qui est scientifique, comme j'ai cette formation mathématique, ça me fait pas peur, je suis assez familier avec ça, et c'est parfois un peu ma plus-value dans les différents musées où j'ai travaillé, de contribuer à faire la base de données informatique, etc., ce genre de choses. J'ai vu d'ailleurs que tu avais conçu le site internet des plafonds de Versailles, c'est ça? Oui, voilà, je me suis beaucoup amusé. Je vais mettre le lien sur Internet. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le lien de ça. Ouais.
Et donc en fait, on voit le plafond de Versailles que moi je goûte pas forcément. Mais par contre, on explique toutes les allégories, toutes les choses comme ça. Ouais, ça c'est très amusant. C'est qu'on a, il y a eu 3 ans de restauration. Le grand truc, c'était la restauration, restaurer la Galerie des Glaces, c'était 3 ans. C'était un mécénat de Vinci. Enfin, c'était une grande. Moi, j'étais ravi. On fait ça une fois par siècle, quoi. Donc, faut être là au bon moment. Non, mais c'était une aventure. Tu montes sur les. Tu vois, tu as 2 mètres des peintures, à 1,50 m. Tu les touches presque du doigt. Donc, c'était magique, il faut le dire. Et l'idée a germé grâce à la RMN, la Réunion des musées nationaux, de faire un site. Parce que quand on fait un bouquin, c'est pas la même chose. Et le site internet permet de zoomer, d'avoir quelque chose d'interactif et finalement d'entrer dans ces plafonds. Comme ils sont très allégoriques, d'un coup, évidemment, on peut les lire grâce au site, quoi. Exactement. Et donc d'ailleurs, Versailles, c'est là où tu es allé après Poitiers Non, Poitiers, c'est d'abord. Oui, c'est ça. J'ai commencé à Poitiers. T'es allé à Versailles. Après, on m'a dit, monsieur, il y a une petite chance. Vous imaginez, vous êtes à Poitiers, vous êtes immigré, on vous dit Versailles. Alors, non, mais c'est un rêve. Non. Moi, c'était un rêve, c'était un privilège. Je suis arrivé, j'étais sur un nuage. Et d'ailleurs, j'ai passé 11 ans à Versailles. Je dois dire que c'est un souvenir extrêmement touchant pour moi. Et c'est quoi le travail que tu as fait là-bas, par exemple beaucoup restaurer des plafonds. Il y avait la Galerie des Glaces. D'ailleurs, c'est pas moi qui dirigeais la restauration, c'est l'architecte en chef, mais j'ai dirigé les restaurations de plusieurs plafonds, des grands appartements de Versailles. Et ça, c'est des souvenirs d'une puissance. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de restaurateurs qui vient. Il y a 20 personnes, 20 restaurateurs. Moi, c'est là où j'ai pris la passion des restaurateurs. C'est des gens, tu sais, qui sont dans la technique, qui peignent, qui repeignent qui travaillent, qui sont dans la matière. Ça, je pense que c'est des choses qui te touchent. On va en parler après. Et j'étais avec eux. T'es là à diriger, mais diriger. Ce que je veux dire, c'est que je vois pas trop ce que tu peux diriger. C'est ça, je suis d'accord. Tu tiens pas le pinceau, quoi. Mais néanmoins, il y y a des choix à faire. Les restaurateurs viennent te voir, est-ce que là on va trop loin, est-ce qu'on enlève cette partie? Et donc finalement, tu as quand même un rôle qui est un peu un rôle en retrait. C'est pas toi qui fais vraiment le boulot. Les héros d'une restauration, c'est les restaurateurs, il faut le dire. Ils sont pas assez reconnus, ça c'est aussi une chose très importante. J'ai vu qu'ils étaient très contents là, parce qu'il y a eu la restauration du Delacroix, de la liberté qui est dans le peuple. Ils ont été un peu mis en vedette. Ils ont été mis en vedette, et c'est bien, ils étaient contents. J'étais ravi. Les restaurateurs, typiquement, c'est les gens qu'on oublie et qui ont un rôle formidable. C'est eux qui permettent que ces œuvres, que ces chefs-d'œuvre absolus traversent le temps. Là, il y a le Van Eyck, dans l'actualité du Louvre, il y a aussi le Van Eyck, le chancelier Rollin qui est sorti. Ça, on a été dépassé par notre succès. Peur, si je peux me permettre de le dire en tant que conservateur. Il y a eu trop de monde, mais il y a trop de monde. On ne s'attendait pas à ce que les gens soient. Alors que le tableau a tombé, tu as vu, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de telles foules, un tel désir d'art, de voir un tableau qui est quand même. Tout le temps là, 15e siècle, mais qui est une merveille absolue. Il y a un monde, c'est un tableau, c'est un monde en miniature dans ce tableau. Il faut aller le voir. Allez-y. Ou alors vous allez sur Closer to Van Eyck sur Internet. Et vous pouvez le voir de très 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 près. Voilà, ça je partagerai aussi. C'est magnifique, ces hautes dev délicieuses dont on parlera plus tard. Et donc après tu arrives au Louvre, donc tu passes de Versailles au Louvre. Et là au Louvre, tu es responsable des salles 17e français. Voilà. Donc là on voit Richelieu, Sully, Denon. Vous voyez la Pyrénées au milieu, ça vous fait un petit. Donc voilà, lui il est responsable de ces salles-là. Voilà. Donc c'est la salle de 825 à 830 de l'aile Richelieu et 909 à 916 de l'aile Sully. Voilà. Et comment ça se passe quand tu arrives là-dedans? Tu as le track Bien sûr. C'est bon tableau. C'est Nicolas Poussin, c'est Georges Delatour, c'est les frères Lenain. Enfin, il y a Saint-Trigaud, Lebrun, Champaigne. Enfin, il y a tous les plus grands noms. Donc, être chargé de ça, de la disposition, de l'accrochage, de la restauration des tableaux. Enfin, c'est une émotion. Enfin, tu as l'impression d'être chargé d'une mission sacrée en quelque sorte. Hein. Donc, nous, on est très, tu sais. On sent, on est conscient du privilège qu'on a et de notre responsabilité que ça plaise, que les œuvres soient bien présentées, que les œuvres soient bien choyées, restaurées. Donc c'est un métier, tu imagines, c'est une passion. Je sais bien que c'est une passion pour toi. Mais alors, par contre, il y a ces salles-là, et il y a aussi ce qu'il y a en stock ou pas? Bien sûr, il y a les réserves. Et c'est quoi le rapport entre ce qui est montré et les réserves du Louvre? Les 2/3 sont en réserve, donc c'est énormément d'œuvres qui ont vocation à quand même venir en salle. Ils sont pas... Parce qu'en fait, ce qu'on n'imagine pas, c'est que les œuvres en réserve, c'est plus les œuvres menacées, parce qu'une œuvre est préservée lorsqu'on la regarde, lorsqu'on s'en occupe, lorsqu'on la prête. On parle beaucoup du fait que les expositions peuvent abîmer les œuvres, mais dans la réalité, dès qu'on regarde une œuvre, on en prend soin. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut qu'elle fasse le tour du monde 15 fois, mais néanmoins, les œuvres qui sont en réserve peuvent être oubliées, et donc voilà, il faut ne pas les oublier, les montrer de temps en temps, ce qu'on essaie
essaye de faire. Et puis, c'est utile aussi, parce que lorsqu'il y a une grande expo, par exemple Poussin, sa ville, les salles Poussin, il faut des œuvres de remplacement, en quelque sorte. Donc, c'est aussi la matière vivante du Louvre, qui est un musée qui bouge. C'est pas tout le temps les mêmes accrochages, c'est pas figé dans le temps. Chaque fois qu'on bouge un tableau, il y a un nouveau regard. Moi, j'essaye, les réseaux sociaux sont utiles à ça, parce que voilà, à chaque fois, je tweet, j'essaye de donner l'info, de dire, venez voir, il y a quelque chose de neuf dans telle salle. Et c'est notre rôle aussi, il me semble. Et concrètement, ça bouge vraiment beaucoup les collections. Enfin, dans oui, ces salles-là, énormément. Parce que le Louvre c'est quoi prête, le rythme mais chaque semaine, il y a des œuvres qui partent. Hein. Chaque semaine dans ton secteur à toi, il y a des œuvres dans mon qui secteur. partent. Bon, semaine peut-être pas, mais toutes les 2 semaines, je dirais, il y a un mouvement. Donc c'est une partie importante de notre travail, d'être là, d'être réactif, de prévoir des remplacements, des renouvellements d'accrochage. L'accrochage au Louvre bouge tout le temps, toutes les 2 semaines, il y a des changements. Et ça s'anticipe à combien de temps ça? C'est-à-dire, tu sais 6 mois à l'avance que ça va bouger ou ça dépend des expos. C'est des temps assez longs. Quand même. Ouais, en général, on est prévenu à l'avance parce qu'on demande que les demandes soient faites au moins 1 an avant, tu vois, pour nous permettre déjà de répondre. Oui, non, on peut refuser aussi les prêts. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir un peu de temps pour prévoir les choses. Et le chef des prêts, c'est toi ou c'est une non, comité? Non, le chef des prêts, c'est pas moi, c'est le chef du département des peintures. Donc voilà, c'est Sébastien Allard, exactement. Moi, je donne un avis, qui peut être écouté, pas écouté, mais vraiment celui qui prend la décision. Enfin, in fine, si tu veux, dans la hiérarchie du Louvre, ça serait le président du Louvre, mais dans la réalité... Donc le président du Louvre, c'est... Laurence Descartes, la présidente. Laurence Descartes, mais dans la réalité, elle fait confiance au directeur de chacun des départements. Donc pour les peintures, c'est Sébastien Allard. Et là, vous êtes combien justement de chefs de département? Alors, il y a 7 départements Louvre, donc 7 chefs de département, et chacun règne sur un mini-musée, en quelque sorte. Ça, ouais. Donc là, on va voir tes salles à toi. Ouais. Et on commence avec Poussin, qui est un peu l'amour de ta vie. Voilà, pour moi, Poussin, c'est mon idole. On va faire chaque salle. J'ai préparé des petits trucs à chaque salle. Voilà, on va valse et gambade. Et donc là, j'avais préparé ce Poussin-là de Orphée Eurydice. Merveilleux, c'est Orphée Eurydice. Il va parler pendant des heures. Donc. Non, mais je vais essayer d'être court, mais c'est le plus beau paysage. Regardez, c'est un monde, c'est un paradis. Je suis sûr que tu es sensible à ça. Je sais que tu es sensible à ça, c'est-à-dire une terre harmonieuse où l'homme vit en harmonie avec la nature, voilà, où la nature est accueillante. Voilà, où il y a une petite menace, et ces fumées qui sortent de ce qui ressemble au château Saint-Ange, donc le souvenir de Rome, où ça a passé tant d'années à Rome, mais un paysage, une nature accueillante, une nature propice à l'homme, et une nature qui est aussi façonnée par l'homme, parce que l'homme est ultra présent. Donc c'est ce qu'on appelle le paysage classique. Il y a Orphée Eurydice, donc c'est l'artiste, voilà, l'artiste par excellence, celui qui charme les hommes, les femmes, les animaux, la nature entière. Vous voyez, quand il joue de la lyre, toute la nature est en harmonie. Donc, quel plus beau thème, hein. C'est un tableau enchanteur, un tableau hypnotisant, un tableau, il faut s'arrêter devant et entrer dans ce monde, qui est un monde vraiment très positif, très... Et il y a aussi quelque chose de très mental, parce que Poussin, il peignait pas d'après modèle, ou enfin, en tout cas, il construisait un paysage avec à partir de dessins, de petits bonhommes de terre. Ça, vous regardez le Twitch que j'ai fait avec Alain Jobert, où on parle de palette, le Alain Jobert de palette, où il monte les décors, comme ça, comment il construisait les décors. Ça, encore une fois, c'est très mental. C'est pour ça que les visages sont pas très... Poussin, c'est le début de la peinture abstraite, hein, aussi. Voilà. Parce que, évidemment, il reconstruit, il est face à la nature, il imagine un monde, il répond aux plus grandes questions qu'on se pose. C'est le rôle, il me semble, d'un artiste. Qu'est-ce que la vie? Quelle est notre place dans la nature? Mais il reconstruit ensuite. Il transforme selon ce qu'il imagine être, selon une idée du beau. Hein, et donc ça donne quelque chose qui peut paraître difficile, mais qui dans la réalité, en fait, moi j'aime bien dire, Poussin, c'est un artiste, on ne peut pas nier que c'est un artiste difficile. C'est un artiste au premier regard, on est impressionné, il y a des sujets qu'on ne connaît pas, il y a une peinture qui est... on a l'impression que c'est pas facile d'y entrer, et c'est vrai que c'est ce premier pas qui est difficile. Mais une fois qu'on a fait ce premier pas, on est captivé, on est dans un monde. Tu sais, les plus grands génies artistiques, c'est ceux qui arrivent à créer des mondes. Et Poussin, il y a un monde Poussin, un univers Poussin. Et quand tu rentres dans cet univers, tu es prisonnier.
Après, là, par exemple, je vais te vexer un petit peu, mais dans mes émissions, quand j'invite des peintres, je leur demande quel peintre tu n'aimes pas encore, tu ne comprends pas encore, et souvent c'est Poussin. Et ben voilà, moi 4-5 fois. Mais voilà, les journalistes, pareil, lorsqu'on fait les expos Poussin, on a fait Poussin et Dieu, on a fait Poussin et l'amour. Poussin et Dieu, Poussin très beau et Dieu, catalogue, c'est lui qui l'a écrit. Poussin et l'amour, c'était à Lyon tout récemment, hein, et l'année dernière. Et même les journalistes nous disent mais Poussin, on n'aime pas, etc. Donc, mais voilà, c'est le défi pour nous, conservateurs de musées, historiens d'art, de faire aimer. Voilà. Donc moi, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est une mission sacrée, faire aimer. Plus je convainc les gens, grâce à une expo, grâce à une petite vidéo, etc., un petit message, eh bien, j'ai le sentiment d'accomplir mon devoir, quoi. Et donc il y a une autre salle Poussin, ça c'est la salle 826. Voilà, donc là, on en a 2 salles pour l'instant, voilà, dont ce tableau-là que j'adore. Extraordinaire. Je tiens à dire que, là c'est mon petit coup de gueule, j'ai pris que des images du Louvre, sur le louvre.fr, et en fait les images que propose le Louvre, elles sont minuscules, donc on ne peut pas avoir de haute def, on n'a pas de bonne qualité et tout ça, ce qui est un scandale total, puisque plus aucun musée du monde ne fait ça. Donc par exemple, que ce soit le Prado, le Rijksmuseum, les musées allemands, le Met et tout ça, c'est que de la haute def. La National Gallery de Washington et tout ça, c'est que de la haute def. Et le Louvre est encore à la ramasse. Et à la traîne. Orsay aussi, on va pas se mentir. Mais on m'a dit que... C'est un problème très français, au-delà du Louvre. C'est un problème très français de ne pas accepter que l'art doit être diffusé le plus possible. Et pour apprécier, il faut de la haute def, il faut de la qualité. Et on est, même la question du droit d'auteur en France, c'est vraiment un problème. Si on compare aux pays notamment... On a reçu la dame de la DGP la semaine dernière. Non mais, en tout cas, la DGP, ils sont d'accord. Il y a la RMN, je sais qu'ils sont d'accord aussi. Donc il y a tout un truc où tout le monde est d'accord, mais ça se fait pas. Même Macron est d'accord. Je sais qu'il l'a dit. Très français, ça malheureusement, mais j'espère qu'on... Voilà. Donc on mérite des hautes def du Louvre. Bien sûr. Et on va passer à la salle 827, donc la salle Claude Jolet d'Ille-le-Lorrain. Donc là, je vous prends une bonne claque avec mon tableau, parce que franchement, c'est pas le niveau de Lorrain. Mais voilà, donc il y a ce tableau, Port de Mer au soleil couchant. Extraordinaire. Ouais. Et donc là, on monte ça juste pour ce truc de la mer là, qui fait quand même très très mal, qui est quand même très très subtil. Voilà, le sujet c'est le soleil, quoi. C'est les effets du soleil, c'est une poésie, c'est un artiste, c'est un des artistes les plus poétiques du XVIIe siècle, et une poésie de la lumière. Voilà, moi, je peux me consoler avec les petits bonhommes. Thomas, on retrouve du Claude Lorrain en toi, donc tu es dans cette tradition, dans cette lignée, comme Turner, comme beaucoup d'autres. Hein. Turner était un fou de Lorrain, et tu sais que Turner, par testament, a exigé, il a fait un leg de ses tableaux à sa mort à National Gallery de Londres, et il a exigé que 2 de ses tableaux soient placés entre les tableaux de Lorrain. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, qu'un artiste, un grand artiste, a une influence et se dise, moi je donne les choses quand tu donneras au Louvre ou à Beaubourg, je ne sais pas. Pas en face à encore quelques années, peut-être, pas urgent. Hein. Mais n'hésite pas, tu dis, moi je donne, mais il y a une condition. Hein, voilà. Accroché sur les noces de Cana directement. Et ça, pour le coup, la salle 827, c'est pas la meilleure salle du Louvre. Non, elle est un peu petite. On manque, c'est toujours pareil, on se plaint tous qu'on n'a pas les espaces suffisants. Tu as besoin de recul, tu as besoin d'une perspective sur un chef-d'œuvre comme ça. Et ça, justement, comment tu fais des... alors moi, du coup, ces 2 tableaux-là... un peu étrange. Alors voilà, je les ai mis à la fin de la salle Poussin pour qu'on puisse quand même avoir du recul, alors qu'il aurait fallu que ça soit dans une salle Lorrain, mais j'ai pas cette salle Lorrain, donc voilà. Alors ça, c'est la salle Vouet, les peintres de Louis XIII, avec un peintre qui est pas très connu et qui est génial, Simon Vouet. Donc Simon Vouet, alors ça vient du Louvre. L'image du Louvre, pas mal. Et j'adore ce tableau, il est il est génial. Et là, on voit le nez Vouet, dont on va parler plus tard, mais Simon Vouet, c'est simple pour reconnaître Simon Vouet, il y a toujours le même nez, un petit peu pointu comme ça, trop mignon. Alors c'est un tableau fascinant, je te remonte peut-être l'image d'ensemble. Voilà, regarde, ce tableau, il est extraordinaire parce que tu vois une jeune femme avec des ailes. Donc c'est l'allégorie à la fois du mépris des richesses. Mais sauf que c'était considéré depuis le début comme une allégorie des richesses. Pourquoi ? On le comprend, parce que cet enfant lui tend ses bijoux, etc. Et en fait, il a fallu vraiment scruter le tableau. Moi, ce que j'aime, essayer de comprendre le message. Ce qui est un message de l'artiste. Et le message, en fait, avait été compris de travers. On croyait que c'était une glorification des richesses, puisque l'enfant les montre et l'allégorie semble les accepter. Et en fait, c'est tout le contraire. En fait, l'enfant les montre
et elle ne le regarde que pour se détourner de ses richesses et pour enlacer l'autre enfant. Et donc, en fait, c'est une allégorie du mépris des richesses. C'est-à-dire se te dire que pendant plusieurs siècles, on peut considérer que le sens d'un tableau est en fait le contraire du sens véritable. Donc voilà, moi j'étais ravi de... Et c'est toi qui as découvert ça ? Ouais, j'ai découvert ça, je l'ai publié. Et ça donne, voilà, le tableau a une signification qui est complètement différente. Hein, voilà, c'est tout le contraire. Voilà, on croyait que c'était voilà, les biens terrestres, peut-être qu'on peut admirer, il y a des beaux bijoux, hein, etc. Mais non. Il faut les refuser, c'est une autre valeur qui est... Et c'est quoi le livre pour comprendre les allégories ? C'est César et Ripa ? Exactement. Donc ça, vous allez sur Gallica, César et Ripa, je mettrai un lien. Il fallait relire Ripa de A à Z pour interpréter. Donc César et Ripa, c'est un Italien, c'est ça, qui a fait un espèce de dictionnaire de toutes les allégories, tous les signes. D'un coup, si on a une casquette, ça veut dire un truc, si on a une canne, ça veut dire autre chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement oublié, mais à l'époque, les artistes connaissaient Ripa, le lisaient. Quand tu as des inventaires de bibliothèques d'artistes, ils avaient tous Ripa dans leur bibliothèque. Et ça, toi, tu l'as étudié à l'école ou en école pour être conservateur, ou c'était après que tu as dû étudier ça pour, J'ai découvert, Ripa a été découvert, le premier qui a découvert Ripa, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a un historien de l'art que j'aime beaucoup qui est Émile Malle. Émile Malle est le premier à avoir, dans l'histoire de l'art, quand il était à Rome en fait, découvert l'importance de manuel pour l'histoire de l'art. Donc voilà, c'est le premier à... Voilà, après, il fallait le lire et pour comprendre finalement ces tableaux. Et là, il y a quand même un plaisir esthétique aussi de peinture, c'est-à-dire que la peau, elle est incroyable, c'est de la peau ombrée, sexy, ce qui est hyper dur à faire. Il y a une blanche, il y a une matière complètement gourmande, très libre, très fluide, très coulante. C'est vraiment le plaisir de peindre. Ça, on est dans le baroque. On parlait Poussin, c'est la figure classique par excellence. Voet, c'est l'opposé, le baroque, c'est-à-dire la puissance, la monumentalité, le mouvement. Donc c'est important de montrer, tu vois, d'une salle à l'autre, qu'il y a deux manières de faire l'art. Enfin, il n'y a pas deux manières, il y en a 1 million, mais la manière classique Poussin, la manière baroque Voet. Et qu'est-ce qui fait que Voet, Simon Voet, il est un peu moins connu que... là, on va parler de Valentin de Boulogne aussi, un peu qui est ressorti comme ça. Bonne question, je ne sais pas, parce qu'il mériterait, à mon sens, Voet mérite... qui va sortir de d'ailleurs. Alors il y a des monographies qui vont sortir. Il y en a deux, une par Dominique Jacot, qui est le collègue de Strasbourg, une par Alain Méraud, qui est un grand professeur. Voilà, donc il y a un travail. Il y aura sûrement une expo. Il y aura une expo qui est prévue déjà à San Francisco. Donc tu vois, c'est les Américains qui. Donc il y aura une très belle exposition l'année prochaine à San Francisco consacrée à Voet. Donc c'est typiquement un artiste qui mérite d'être beaucoup plus connu qu'il n'est aujourd'hui, beaucoup plus estimé, apprécié. Ça, alors pourquoi c'est la bonne question. Il y a des gens comme ça, genre Guido Reni, on a dénigré parce Antonio da Messina, tout ce courant baroque italien, parce qu'en fait il a fait sa carrière, il s'est imposé en Italie, Simon Voet, et c'est assez mal vu depuis. Il y a une tradition depuis plus d'un siècle qui considère qu'il y a une forme de décadence de la peinture italienne à partir du XVIIe siècle, et en fait dans la réalité c'est pas le cas, quoi. Okay. Crespi, c'est super par exemple. Oui, absolument. Donc ça, c'est la peinture en France sous Louis XIII, donc ça s'appelle 829. Déjà plus caravagesque. Et là, j'ai sorti ce tableau de Stache Le Sueur, Réunion d'amis, parce que j'aurais voulu parler d'un truc, c'est pourquoi c'est craquelé. Parce que c'est un truc que les gens, on pense que c'est la peinture qui est craquelée. En fait, c'est le support qui est craquelé. On est d'accord. C'est la réparation. Donc j'aimerais bien juste que tu nous parles de ça, parce que c'est un truc. Les gens ils disent tout le temps la peinture est craquelée. Non, c'est vraiment la préparation blanche au départ. Tout à fait. Il y a aussi le passage du temps. Hein. On peut pas nier. C'est-à-dire une peinture, elle vit dans une temporalité. Les pigments même évoluent, se transforment, etc. La surface peut évoluer. Et chaque peintre, finalement, les craquelures et le type de craquelure dépend finalement de l'approche pratique de chaque artiste. Tu pourrais dire il y a des craquelures type Rembrandt et des craquelures type Rubens, il y a des craquelures type... et donc c'est quelque chose qui appartient à l'œuvre, qui fait vraiment partie de l'œuvre et qu'on peut aimer. Il y a des craquelures qui sont très belles. Donc il y a une esthétique. Les craquelures de la Joconde, c'est impressionnant. Il y a une esthétique de la craquelure. Et il faut pas la nier, il faut pas la mépriser. On peut pas, en matière de restauration, nier des craquelures, c'est impossible. Ou alors, si on veut vraiment, on peut les enlever. On peut enlever des craquelures, mais c'est tuer le tableau. Ça se faisait avant avec des méthodes extrêmement lourdes de traitement support. On aplatissait complètement le tableau. Évidemment, on supprimait les craquelures, mais en fait, on perdait la magie. Hein. Donc, faut surtout pas le faire. Les craquelures font partie de l'œuvre. Et là, on est d'accord que Stache Le Sueur, il avait une toile, c'est sur toile. Oui. Il a fait une préparation, un encollage, blanc, on va dire, ou avec des pigments et tout ça.
il a peint par-dessus à l'huile. Oui. Et là, ce qui a craquelé, c'est l'encollage, c'est pas la peinture. Tout à fait. C'est important, ça veut dire que la préparation, c'est vachement important. C'est ça pour les peintres contemporains, de faire attention à leur préparation. Voilà. Là, alors ça, c'était une salle qui était, moi, dans ma jeunesse. C'est Poussin. Il y a 5 ans. C'était Poussin. Voilà. Et maintenant, c'est passé Valentin de Boulogne. Je suis responsable entièrement, mais je l'assume à 1000%. Il y avait les 4 saisons. Voilà, il y avait les 4 saisons, mais je trouvais que les 4 saisons étaient, qui sont des chefs-d'œuvre absolus pour moi. Là, on est au sommet. Poussin, ça y repart. On est au sommet du sommet, voilà. Mais je trouvais que les tableaux étaient trop petits par rapport à la dimension de cette salle et que les Valentins qui sont plus grands et qui sont plus présents, on va dire, grâce à ce clair-obscur, grâce à cette puissance, les Poussins sont plus, voilà, c'est une autre poésie et je trouve que ça marchait mieux, cette salle marchait mieux avec les Valentins. En outre, j'avais vraiment le rêve absolu de présenter les 4 saisons de Poussin en ligne. Je trouve que c'est un cycle qu'il faut regarder, qu'il faut embrasser du regard. Le regard doit aller d'un côté à l'autre et revenir et c'était pas possible dans une salle comme ça. Donc voilà, c'est un choix qui a été validé, qui a été accepté de mettre les Poussins en ligne dans la première salle Poussin et les Valentins ici. Quand tu dis que ça a été validé, c'est qui valide? Une hiérarchie, on est une bande, nous dans les musées, on est hiérarchique, c'est le patron du département des peintures, président du Louvre, voilà. Okay. Et là, par exemple, quand tu fais ça, c'est le déplacement et tout ça, ça prend une journée quand même. Ça prend. C'était lors du réaménagement de toutes les salles que tu montres, qui a eu lieu il y a 3 ans. Et voilà, j'avais proposé ça. C'était un peu hardi parce que, comme tu dis, beaucoup de gens étaient très attachés finalement à cette salle, cette rotonde Poussin. Mais il me semble que parfois, il faut bouger les choses pour renouveler le regard. Et là, justement, Valentin de Boulogne, lui, c'est un artiste un peu à la Simon Vouet, c'est-à-dire qu'il était un peu délaissé et tout ça, puis d'un coup, il ressort comme ça. Il y a une exposition de Guillaume Kins, c'est ça, je crois. Exactement. Et c'est un artiste qui était quand même très aimé au XVIIe. Mazarin, par exemple, le cardinal Mazarin l'adorait. Caravagesque. Donc ça, c'est vraiment la variation sur Caravage. C'est les bas-fonds du baroque à Rome, c'est-à-dire, tu vois, c'est la vie de bohème des artistes au XVIIe siècle, c'est-à-dire, ils vont dans les tavernes, ils n'ont pas de quoi payer, ils donnent un tableau, mais c'est Van Gogh avant Van Gogh. Et Valentin, c'est ça, après une vie de débauche, une vie de beuverie, un artiste qui est mort très jeune. Et je crois qu'il est mort bourré dans la fontaine de Barberini, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, à Rome, il était ivre, il est fini ivre, il est mort d'hydrocution, enfin non, de froid. C'est un artiste qui finalement symbolise ce qu'était la Rome. Voilà, tu vois, on la dénigre aujourd'hui alors que c'est un foisonnement artistique extraordinaire. Voilà, c'est cette vie de bohème, c'est des artistes de toute l'Europe qui se retrouvaient à Rome. Valentin, artiste français, Boulogne. Il y avait des artistes nordiques, des artistes de toute l'Europe qui se retrouvaient là parce que c'était là où il fallait être. C'était le cœur battant de l'Europe artistique. Voilà, mais oui. Et lui, alors, il était, sans doute, il a brûlé sa vie. Mais ça lui a laissé le temps de faire quelques œuvres. Regarde le détail, c'est la vie, c'est l'enfance, c'est des scènes arrêtées dans ces tavernes où tu as un militaire, tu as des joueurs d'instruments de musique, tu as des gens qui boivent à l'arrière-plan. Des chanteurs qui ont la bouche C'est la ouverte. réalité, c'est une manière de montrer la réalité de ce qu'était la Rome baroque. Et puis une ambiance mélancolique qui est très contemporaine, je trouve, qui touche la beaucoup. La mort et la mélancolie est en arrière-plan de ces tableaux, et ça les rend encore plus touchants. Et là, pour le coup, lui, il avait des fonds noirs au début, c'est ça, non? Oui, lui, c'est très noir. Le principe, c'est Caravagesque. Voilà. C'est la lumière qui monte comme ça. Exactement. On part de l'ombre et puis peu à peu les figures sortent de l'ombre. Et là, pour le coup, on sent aussi la trame de la toile qui est un peu spéciale chez Valentin de Boulogne. L'image est dégueulasse, mais c'est moi qui fais la photo parce qu'il y a une espèce de grain comme ça, de texture très originale dans son travail. Il y a une peinture très lisse. Caravage, c'est vraiment c'est très lisse, c'est immédiat, c'est sans dessin préparatoire, tu vois, par rapport à des artistes comme Poussin, classique. Là, c'est vraiment on peint directement. Il n'y a pas de dessin connu, pas un dessin connu de Valentin, pas un dessin connu du Caravage. Tu vois, des artistes qui dessinent pas et qui se confrontent immédiatement à la peinture, à la toile. Alors, c'est le moment où on discute un peu. Il y a débat. Tu l'as lu, le livre de David Hockney qui s'appelle Savoir secret? Oui, absolument. Donc, toi, tu penses qu'il projetait, il avait des caméras obscura qui projetaient le modèle sur le. Je crois pas. Je crois qu'il va trop loin. C'est le moment où il y a débat. Mais je pense que c'est pas si construit que ça. Je pense que c'est des choses qui sont plus
instinctive, plus spontanée. Il y a une spontanéité dans cet art-là que sans doute Hockney n'a pas suffisamment vu. Mais après, je peux me tromper. Hein, tu sais, parce qu'on pourrait dire que la spontanéité, c'est plus facile d'être spontané quand on a une projection d'une figure, du modèle sur la toile. D'un coup, on fait un geste plus... Ces techniques de projection étaient plutôt nordiques, en fait. C'est vraiment des gens comme Vermeer. C'est vraiment... parce que c'est très lié, en fait, au développement de la science, tu sais, de l'optique, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus nordique qu'italien. Donc, des artistes comme Vermeer, oui, même si c'est débattu aussi. Hein. L'utilisation de la chambre noire par Vermeer est aujourd'hui très débattue, mais c'est beaucoup plus logique, attendu et probable chez Vermeer que chez Valentin. Parce que, par exemple, donc là, je ne serais pas d'accord avec Hockney. Non, mais il y a la question de par exemple, Caravage qui travaillait dans une cave. Pourquoi il travaillait dans une cave aussi, pareil, il était dans un atelier, tu sais. Oui, mais dans une cave, d'un coup, ça permet d'avoir un point de lumière qui arrive dans la salle. Voilà. Je dirais aussi que, alors je pense, ça se voit un peu moins avec Valentin, mais Caravage, c'est particulièrement presque une image noire, un fond noir, et d'un coup, il y a des poches comme ça, de figures qui arrivent. Et ça, c'est quand même très pratique quand on a plusieurs modèles. D'un coup, on fait un morceau. Là, on a quand même cet effet-là de presque Photoshop, d'avoir des découpages de gens, quoi. Donc voilà, c'est pour débattre, c'est pour rigoler. Voilà. Mais ça va peut-être, on va passer. Alors ça, j'adore ce tableau de Philippe de Champaigne, mais voilà, c'est pas la salle la plus grandiose. Je voudrais qu'on passe au tableau d'hôtel. Donc là, c'est la salle 909. Voilà, c'est les grands tableaux religieux. Voilà. Donc je t'ai choisi celui-là parce que j'aime beaucoup. Laïr. Moi j'adore. J'aime beaucoup celui-là pour une raison, c'est que je trouve que Laurent Delahaye a inventé le moment où Superman atterrit. C'est dans les films, c'est exactement cette position-là. Il y a vraiment ce truc-là de comment on atterrit du ciel. Moi, j'adore cet artiste. Je rêverais de faire une exposition Laïr. Peut-être ça va se faire, on va voir. En tout cas, quand on parle d'atticisme, Laïr, c'est un des très très grands noms de l'atticisme. Et c'est un artiste, c'est un courant aujourd'hui qui est très mal connu, l'atticisme. C'est un courant ultra classique. Je connaissais même pas le mot. Personne ne connaît. Donc on va passer directement courant, en fait, mais voilà, c'est tous ces artistes, mais Laïr le aussi. Sueur aussi. Le Sueur aussi, évidemment. Et c'est des artistes donc qui sont ultra classiques, mais d'un classicisme très raffiné, très féminin. Tu vois, pas un classicisme, tu vois, puissant. C'est un classicisme qui est maniérisant, enfin, tu as un classicisme avec des couleurs acides, improbables, avec des scènes, tu vois, étonnantes, qui te désarçonnent, et dit mais de quoi s'agit-il ? C'est pas ce qu'on attend, c'est une vision improbable. Il y a un romantisme, c'est un classicisme romantique, si je puis dire. Donc c'est un courant qu'on a absolument qu'on ne connaissait pas, et il n'y a rien dans les sources anciennes. C'est depuis 40-50 ans que des historiens d'art comme Jacques Tullier et ensuite Alain Méraud on s'en dit il y a un style. Et ça, c'est très intéressant, je pense, de se dire, est-ce qu'un style existe ? Est-ce qu'on peut définir un style ? Est-ce que c'est pas quelque chose de complètement abstrait à côté ? Est-ce que c'est pas une fantaisie d'historien d'art ? Ou est-ce que ça existe vraiment ? Et si ça existe vraiment, qu'est-ce qu'il définit ? Quelle est son âme, son cœur ? Et moi, c'est que je suis plongé en ce moment, là, tu es vraiment dans le cœur de ce sur quoi je travaille actuellement. Essayer de comprendre. Moi, il me semble que oui. Tu vois, moi, je suis convaincu que l'attisme est un style, est un moment de l'art français, je dirais même un moment de perfection que je trouve très féminin, qui est lié à des réseaux de sociabilité féminins, les grands salons féminins, le salon de Madame de Rambouillet, le salon de Madeleine de Scudéry, à un moment où les femmes dictent le goût. On est dans les années... Non, on est beaucoup plus tôt, on est dans les années 1630, 1640, 1650, donc vers le milieu du XVIIe siècle, et où c'est vraiment des femmes cultivées, sensibles, qu'on a caricaturées ensuite comme les précieuses. La carte du temps, c'est après, non, c'est les années 50, c'est Madeleine de Scudéry. Et il y a ce regard féminin, ce raffinement, qui, moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est pas du tout connu. Et donc, l'idée, ça serait de le faire un peu mieux connaître. Et l'atticisme, même le mot, ça vient de qui ? Alors ça vient de la littérature, parce que y a le classicisme, et dans l'histoire de la littérature et de la rhétorique ancienne, il y a une forme de littérature ultra, là aussi, raffinée, qui est la littérature athénienne. Tu vois, le classicisme, il est la Grèce, il y a Rome, il y a ce qu'on appelle l'asianisme, c'est-à-dire un classicisme, puissant, véhément, et il y a un classicisme raffiné qui est vraiment celui d'Athènes. Et donc, tu vois, dans la rhétorique, quand on est athénien, on est un atticiste, donc l'attique, et ça a été transposé en peinture pour désigner ce courant.
Trop bien. Et alors, je voudrais parler de ce tableau-là que j'adore. Dès que je passe, je suis trop content de le voir. Ah ouais, il est extraordinaire. Et à chaque fois, je me dis, c'est un Simon Vouet, parce que vous voyez bien, là, le petit bout de nez comme tous les Simon Vouet, quoi. Et là, non, c'est une école de Michel Dorigny. C'est quoi cette histoire? Alors, comment on peut faire n'est ça? pas sûr. Non, mais là, Moi, je suis sûr que c'est un Simon Vouet. Voilà, mais tu mets le doigt dans. Non, mais Débat. il n'y a pas de vérité. On n'est pas là dans le domaine des j'ai raison. mathématiques et de voilà. Non, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. Il y a un tableau qui était considéré comme autour de Simon Vouet, et puis un jeune historien. Donc, il faut citer Damien Tellas, qui a fait une étude. C'est la jeune génération. Moi, c'est mes anciens étudiants de l'école du Louvre, donc je me sens, ça me vieillit. Je me sens vieux. Mais il y a des étudiants très brillants, et l'un de ces étudiants a fait une démonstration, a publié un article pour démontrer en le liant. Tu sais comment on démontre, comment on essaie de convaincre les gens que c'est un Dorigny et pas un Vouet? Eh ben on le met en lien avec deux tableaux. Il y a un tableau à Budapest qui est assez proche, et donc il a fait une sorte de démonstration. Il faudrait que tu lises le texte pour voir si tu es convaincu ou pas, où il explique que ça doit être Dorigny, donc l'un des collaborateurs proches de Vouet. Alors Dorigny-Vouet, c'est pas la réponse. Il y a pas, voilà, c'est pas une démonstration, c'est une démonstration d'histoire de l'art, mais qui n'est pas une démonstration mathématique, donc il n'y a pas la preuve. Moi, j'étais plutôt convaincu, en tant que responsable des peintures du 17e, c'est quand même moi qui rédige le cartel. Ouais. Donc, comme j'étais convaincu, j'ai mis prudemment, tu vois, école. mais voilà, alors Dorigny, Vouet, je t'invite à discuter avec Damien. Et on ne peut pas faire une étude des pigments, des choses comme ça, de comparer on peut aussi, mais c'est entre Vouet Vouet et ses collaborateurs, c'est très difficile de trancher par l'étude scientifique des pigments, très difficile. Ils ont la même technique, ils emploient les mêmes pigments. Ah oui. Dans certains cas, tu peux faire la différence. Et tu peux même donc confirmer ou infirmer une attribution. Mais entre Dorigny et Vouet, c'est vraiment les mêmes techniques, les mêmes pigments. C'est très difficile. C'est vraiment une question subjective, c'est le regard. Ça jouerait à la touche ou à... Voilà, la touche, la facture, une certaine harmonie, un esprit qui est légèrement différent. Voilà. Après, on peut adhérer ou pas. Tu as tout à fait raison. Enfin, je ne dis pas que tu as raison, mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Et alors là, on arrive à une grande salle quand même, qui est une salle génialissime. La Tour, donc c'est Georges de la Tour et les frères Le Nain. Donc là, si tu veux, on peut parler de ce tableau-là que j'ai malheureusement pas en haute def, donc j'ai volé des images à Internet. Après, vous allez voir, mais voilà. Peut-être ce tableau-là qui est quand même... voilà. C'est une merveille absolue, c'est un tableau. Alors moi j'ai appris récemment qu'il y avait un roman en Chine qui a eu un immense succès et qui a pour point de départ ce tableau, donc c'est juste qu'on ne sait pas du tout. Donc il y a plein de journalistes chinois qui sont venus filmer et tout, donc c'est un peu... Donc ça montre aussi d'ailleurs l'impact global des chefs-d'œuvre du Louvre. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une poésie, un temps arrêté, c'est finalement une poésie, la poésie qui est unique à cet artiste. Ce qui fait que la tour est unique, c'est qu'il n'y a rien de similaire. Hein. Tu vois, les gestes arrêtés, les visages, regarde, on dirait il est très ovale, une sorte d'œuf d'autruche, ce visage, les regards. Il y a tout un jeu des regards qui passe d'un personnage à l'autre. Je comprends qu'on puisse écrire un roman autour de ce livre. Hein. Des romans ont été écrits sur d'autres tableaux et je comprends qu'on puisse l'écrire à propos de celui-là. Donc il y a une poésie qui est unique et qui est propre à la tour, qui est encore un mystère. La tour, il faut le dire, c'est un des mystères et évidemment des plus grands du 17e français. Et c'est d'autant plus un mystère que en fait, nous, on l'a en tête comme un artiste important et tout ça. Et en fait, il a été découvert récemment. C'est ça, c'est un artiste qui était complètement oublié. C'est 1912, c'est ça 1900... Oui, là, tu me poses une colle, 12 ou 14. En gros, c'est l'article dans les années 10, 14, il me semble. L'article d'Hermann Voss, qui est un chercheur allemand, qui va en fait lier, tu sais, les documents d'archives à des tableaux. Ça, c'est vraiment tout le travail de l'histoire de l'art. Donc, c'est assez remarquable. Et donc, il reconstitue un Georges de la Tour. C'est des tableaux qui sont d'ailleurs à Nantes et à Rennes. Et après, une fois que tu as identifié un artiste, des tableaux vont ressurgir. Et donc, il y aura la grande expo des peintres de la réalité en 1934, qui va être le moment pour le public français de redécouvrir la Tour. Et aujourd'hui, c'est une star absolue à juste titre. Mais effectivement, pendant plusieurs siècles, il était oublié. Sachant que de son vivant, il a bien vécu de la peinture. Hein. Il a eu du succès. Il s'est même ennobli et son fils est devenu noble grâce au succès du père. Donc c'est quelqu'un qui a eu du succès de son vivant et après sa mort, complètement oublié pendant 3 siècles. Et là, on n'a pas grand-chose sur lui, mais on sait qu'il n'était pas très sympa, hein, c'est ça? Parce que les documents d'archives qui ressortent, c'est il commence à avoir de l'argent, donc il a des terres, et donc il y a des paysans qui viennent et il les fait bastonner parce que
Donc bon, il n'est pas forcément sympathique, mais ça, c'est quelque chose qui, tu sais, en art, c'est pas parce qu'un artiste est un extraordinaire génie comme Georges Latour que c'est un homme sympathique. Non, mais quand on va parler d'un homme très sympathique après, je voulais. Et l'autre chose que là que je trouve, pour le coup, on n'est pas dans l'allégorie, puisque évidemment c'est une scène de genre, voilà. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est qu'il arrive à trouver une manière de poser les choses. Par exemple, la manière dont sont tenues les cartes raconte quelque chose, quoi. Évidemment, le jeune à droite qui va se faire avoir, il tient les cartes comme un bébé, voilà. La dame du milieu, elle tient les cartes comme un peu Patrick Bruel au World Poker Tour. Il y a vraiment un truc de professionnel. Et on voit bien que le tricheur, il triche avec nous et qui tient les cartes pour nous montrer les cartes, quoi. De la même manière, la manière dont est géré, par exemple, les pièces d'or, le jeune il met tout son argent comme ça, sans problème, sur la table. La dame, elle a son petit coin à elle. Et le voleur, il a déjà les pièces derrière le coude, quoi. Ça, c'est quand même... voilà, il y a une manière de raconter les choses avec très peu de choses qui est quand même folle, quoi. Ouais. Il y a plein de choses à dire sur ce. Même les plumes racontent quelque chose, quoi. Il y a une plume très neuve et une plume plus abîmée. Enfin, bon. Et ça, comment on appelle ça déjà, ce truc-là? Les aiguillettes. Les aiguillettes. Les aiguillettes, elles sont dénouées. Elles sont dénouées chez le voleur. Tu as une autre version du tableau qui est à Fort Worth, aux États-Unis, et où elles sont nouées. Donc c'est amusant parce qu'il a fait deux versions du même sujet, mais avec des petites différences. Avec un as de trèfle, je crois, c'est ça. Exactement. Par contre, notre version est meilleure. Ça, y a pas... Évidemment. Okay. Non, mais c'est vrai. Ah oui, et ça, tu prêterais ou pas? Tu prêterais ça ou pas? Alors les Latour sont très fragiles, donc on les prête plus vraiment. C'est vraiment des tableaux évidemment merveilleux, mais très fragiles, qui ont été beaucoup prêtés par le passé. Et aujourd'hui, ils ont besoin de reposer, donc c'est-à-dire de rester un peu au Louvre, parce que voilà, chaque prêt est important et c'est utile, mais voilà, il y a un risque pour le tableau. Et l'autre truc qui m'intéressait, c'est que j'étais passé pour faire un truc de radio dans cette salle. Et cette salle est extrêmement bruyante quand il n'y a personne dedans, parce qu'il y a tout un jeu de chauffage. Alors là, tu mets le point sur les problèmes du Louvre, mais parlons-en. Rien n'est tabou. On a, en fait, pour te dire les choses, on a un système de climatisation dans ces salles qui est complètement vétuste. Et donc, il faut le faire refaire, sauf que c'est un immense chantier. Il faut tout vider, etc. Et donc, voilà, on a un nouveau directeur du patrimoine qui a été nommé, qui est Arnaud Amelot, qui est juste fabuleux. Donc j'espère qu'il va prendre à bras le corps ce projet et qu'on va avoir une clim, parce qu'aujourd'hui la clim elle est défaillante, quoi. Et ça, c'est une clim qui date de quand? C'est de 40 ans, enfin. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que c'est aussi un lieu qui est en courant d'air, c'est ça là? Il y avait, en plus, il y avait des... ils ont construit un escalier parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, et ça crée un courant d'air, un appel d'air. Donc c'est une salle très compliquée alors qu'on a des chefs-d'œuvre. Oui, là on est vraiment dans quand on veut que les tableaux traversent les siècles et tout, c'est des questions qui sont pas anodines, quoi. C'est pour ça que ça. Voilà, donc, voilà. Et la même manière dans la salle. Moi, c'est la salle. Chaque fois que j'y passe, ça me fait mal au cœur parce que les conditions sont pas bonnes et il y a des chefs-d'œuvre, donc c'est pas bien. Et la même chose, il y a une porte là à gauche où d'un coup on peut rentrer et on a une porte qui va dans un endroit secret où on voit une fenêtre sur le Louvre. Mais tu passes ton temps au Louvre, mais ça me fascine. Les endroits cachés du Louvre, c'est fascinant. Il y a des escaliers cachés, il y a des toilettes cachées. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un monde. C'est merveilleux, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est juste pour m'indiquer, parce que là, évidemment, on n'a pas du tout le temps, on n'a pas une heure, c'est pas du tout assez, donc je vais passer vite. Mais il y a aussi les nains. Les nains, c'est tableau là aussi extraordinairement émouvant quand on entre, tu vois, on arrête, on a l'impression que on vient d'entrer, et puis les gens s'arrêtent, nous regardent, et c'est les pauvres, c'est-à-dire les personnes les plus modestes et qui en général ne sont pas dans la peinture, ne sont pas représentées. Et là, ils les représentent avec noblesse. Et c'est quelque chose d'unique parce qu'ils partent de quelque chose, ça part jamais de rien. Ils partent d'une tradition de la peinture paysanne nordique, les Bruegel, etc., Brouwer, etc. Sauf que Bruegel, Brouwer ridiculisent un peu les paysans. Ils provoquent le rire, les paysans de Bruegel, de Brouwer. Ici, non. Ici, il y a une noblesse. Et ça, c'est très unique. Et du coup, ça rend ces tableaux... C'est hyper émouvant. Les enfants et tout ça, les chevelets. Les animaux. Et là, moi, c'est une de mes salles préférées. J'en ai des frissons. Philippe de Champagne. Alors lui, pareil, pas assez connu, quoi, franchement. Tout à fait. C'est vraiment. Moi, je comprends pas. C'est un génie, quoi, pour ça, le coup. Absolument. Alors, évidemment, il est tout en discrétion, donc il n'est pas avec notre époque, quoi, parce que de loin comme ça, c'est un portrait de Dieu. Ça viendra un jour. Hein, mais c'est aussi, tu sais, notre travail, il est là. Il est aussi d'essayer. Moi, je travaille beaucoup évidemment sur Poussin, parce que Poussin
n'est pas non plus connu, à mon sens, Ouais. au niveau où il devrait l'être, au niveau de Rembrandt, au niveau de Velázquez, au niveau des plus grands, mais Champagne aussi. Et Champagne, il y a eu des expos, c'est pas les Il y a eu historiens à d'art Lille, font leur travail, ouais. à Lille, à Genève. J'ai eu un accident de voiture après. Voilà, cette mais, expo. voilà. mais il n'a pas le niveau de notoriété qu'il mérite. Donc, Ouais. comment le faire tu vois, là, tu mets le doigt sur notre travail et essayer de convaincre, essayer de. Et là, les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de moyens de toucher les gens, de leur expliquer, de les convaincre, de leur donner envie. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose de. Évidemment, le sujet n'est pas très très rigolo. Non, évidemment. Mais par contre, il y a c'est quelque comme chose. Poussin, c'est difficile, mais Il y a quelque chose de spectaculaire dans la fabrique ouais. même du tableau où Ouais. c'est. Il se donne pas comme ça le tableau, mais dès qu'on commence à le regarder, ça devient fou, quoi. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a une petite moustache, on découvre qu'il y a un petit grain à l'œil. Enfin, c'est d'une finesse. Évidemment, il est ridé, mais il est ridé hyper élégamment. Enfin, il y a une espèce de bienveillance comme ça, de soin au modèle qui est fou de la part de Champagne, quoi. Et la main là, c'est une folie, quoi. Il y a une intensité. Et alors lui, c'était quelqu'un de très bien. Ça, j'étais trop. Très bien. Il est très moral. Parce qu'en fait, le premier biographe. Il est sympa. D'Orgival, là, c'est ça. Dorival était le grand spécialiste mais dès le XVIIe siècle, Félibien, qui est le premier historien d'art de tous ces peintres, explique que c'est un homme bon parce que il était généreux envers sa famille, bon mari, parce qu'il était. Voilà, donc, il fait l'éloge moral avant de faire l'éloge du peintre. Et il fait les deux éloges. Donc. Okay. Mais il y a des dossiers il était janséniste déjà. Tu sais, c'est ce courant ultra élitiste dans la religion du XVIIe siècle. Il était jésuite quand on lui il a peint pour les jésuites aussi, pour les carmélites, mais lui-même s'est engagé quand même. Et sa fille, c'est ça. Tu sais, c'est l'ex-voto de 1662. Donc il était très lié à ce courant. Voilà, à gauche, au milieu. Voilà, il est là, c'est ça. Okay. Et là, on arrive à des salles. Alors ça, c'est le Technicolor, tu vois. Là, c'est le peplum. Là. Donc c'est le brun. Là, il faut entrer vraiment dans pas à la mode et on n'a pas envie que ça redevienne à la mode. Désolé. Là, tu as tort, Thomas. C'est ça. Ça, c'est les grosses tartines quand même. Ouais, mais c'est ça que pour les comprendre, il faut sortir de aussi des idées de confort. Des idées qui sont les nôtres aujourd'hui. Non, mais pour te répondre, aujourd'hui, on fait une expo au Vermeer. On a fait une expo au Vermeer au Louvre il y a peu de temps, il y a quelques années. Et Vermeer, c'est une icône absolue. Et du coup, le Louvre a été dépassé, il faut le dire. C'est-à-dire que l'afflux de visiteurs était tel qu'on était complètement Vous n'avez pas débordé. des salles d'exposition géniales Parce que c'est vrai, mais en même temps, on n'imaginait pas qu'il y aurait une telle appétence, un tel désir de voir Vermeer. Parce que Vermeer, aujourd'hui, on le comprend, on l'a compris, on a pris conscience, c'est une icône de notre temps. Et le brun, c'est ça que tu montres, c'est à l'opposé absolu. Vermeer, c'est vraiment la peinture méditative, de petit format, peinture du quotidien, où il va finalement observer et scruter son intérieur et avec les techniques, avec cette chambre noire, avec donc quelque chose de quasi scientifique, mais avec une poésie. Et là, c'est tout autre chose. Là, c'est le peplum. Donc là, on est dans le Technicolor, on est dans les grands peplums italiens et c'est aux antipodes, mais c'est quelque chose où et cette salle, moi je trouve est très belle. Ça, j'invite tout le monde à y aller en se disant, on va assister on est au Grand Rex et on va assister à un film. Et c'est-à-dire qu'on va voir des batailles, on va voir des corps, des cadavres plus grands que nature. On va entrer dans le tableau et on va se prendre un coup de hache par un guerrier perse, etc. C'est ça la logique. Elle est complètement différente. C'est pas méditatif, c'est dans le tumulte absolu, c'est dans la grandeur, etc. Et ça, c'est aussi une forme d'art. Alors, c'est le baroque, si tu veux, c'est le baroque Louis XIVien. On parle de classicisme pour Louis XIV. C'est le peintre du roi. C'est le peintre, il était le peintre de Louis XIV. Mais tu vois, un classicisme extrêmement puissant, le grand style et une grande peinture et un monde où il faut pénétrer, il faut entrer dans ces tableaux. Oui, une cohérence, on est dans l'expo d'impuissance, donc on passe. Alors, et Jean Jouvenet. On sent que ça te plaît pas. Non, mais c'est pour... tu vas venir, je vais te faire... mais j'aime bien, je trouve ça bien de dire qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Bien sûr, c'est un peu de discussion et c'est aussi une manière de se situer par rapport à des choses. Moi, je trouve ça un peu viriliste et tout ça. Enfin, il y a un truc qui me... C'est vrai, ça me fatigue, quoi. J'ai pas besoin de ces images-là. Tu sais, Thomas, c'est le reflet, finalement, de la personnalité de Louis XIV lui-même. Quand tu parles de virilisme, c'est quelqu'un qui... affirmait. Et donc Jean Jouvenet, par exemple,
typique aussi, c'est un très très bon peintre français, Ouais. complètement inconnu, alors Ouais, encore ouais, plus que ouais. Valentin de Boulogne. Alors, Ouais, vraiment, ouais, il est à la ramasse de chez la ramasse. Alors qu'un tableau comme ça a une il est magnifique. influence Ouais. est magnifique et très touchant et très rubénien. Et très à son Rubens. époque, il Et était a été goûté. extrêmement, Ouais. extrêmement Ouais. goûté Ouais. et a eu beaucoup d'influence. Voilà, ça c'est la tradition rubénienne, quoi, la tradition poussinienne, la tradition Et rubénienne. alors, pour la blague, il y a François Boiron, qui est un peintre contemporain, qui l'a refait en bombe en tagant. Il a fait un grand tableau, voilà, je te montrerai. Une anecdote quand même pour Jouvenet, parce Ouais, qu'il est si bien peu sûr. connu. Ouais. Il a eu un AVC et donc il est devenu paralysé de la main droite et il n'a pas abandonné, il ne s'est pas laissé faire et c'est vraiment assez unique, je pense. Moi, je connais que ce cas-là. Il s'est mis à peindre de la main gauche. Donc il a appris à peindre de la main gauche et pas des petits tableaux, des tableaux tout aussi monumentaux, des tableaux de 5 mètres de large, 3 mètres de hauteur, de la main gauche, en signant au dos, tu as la signature, peint de la main gauche, Jouvenet, Trop c'est-à-dire la fierté d'avoir... c'est quand même pas rien, ça Ah non, montre, tu vois, c'est que la fou. personnalité était Ouais, forte, quoi. De toute façon, encore une fois, il faut avoir envie pour faire un tableau de 4,24 m sur 3,12 m. Moi, je suis déjà fatigué d'avance. Quoi. Bon, tu fais des grands formats aussi, quand même. Oui, mais enfin, il faut que je me motive. Quoi. Voilà, et donc ça, c'est la dernière salle, 916, avec notre petit Minière. Ouais. Voilà, il est très beau. Ouais. On va passer Minière, parce que... c'est le rival de Lebrun. On a vu tout ton, Voilà. a vu tout ton secteur. Pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent aller sur le site, la chaîne YouTube de Scribe Accroupi. Accroupi, c'est ça hein Ouais, Scribe Accroupi. Voilà, qui a une super chaîne YouTube qui traite de beaucoup d'expos et tout ça. Ils font un truc de service public qui est de filmer les expos quand on est à l'autre bout de la Terre. Évidemment, c'est intéressant de pouvoir les voir. Donc justement, il y a l'exposition Poussin et l'amour alliés. Enfin voilà, il y a toutes les expos que tu as faites et tu as fait beaucoup de choses avec eux. Donc juste une remarque, les collaborateurs de Scribe Accroupi, on voit Nicolas à gauche. Bon, lui il fait 2,5 m et l'autre il fait 1,4 m. Donc quand ils vous filment ensemble, vous avez l'impression d'être un nain. Ça m'a beaucoup agacé, je tiens à le dire. Je me tasse comme ça. Il a même pas enlevé son chapeau. Enfin, en tout cas, ils font un vrai travail hyper intéressant. C'est une chaîne qui marche bien et franchement, c'est super bien pour ceux qui veulent être intéressés. Et alors, il y a une autre chose que tu fais, et là, je trouve que c'est d'un charme absolu, c'est que tu es professeur à l'école du Louvre et tu te filmes avec ton iPhone n'importe comment. Et je fais des petits extraits. Je mets pas tous les. Tu fais des extraits avec des montages travaillés comme ça et c'est 5 minutes comme ça. Et c'est super vraiment parce que d'un coup, en 5 minutes, on comprend le tableau. C'est un peu, en fait, au départ, c'était au moment du Covid. Tu parlais du Covid parce qu'au Covid, on ne pouvait plus aller au Louvre et voilà. Donc l'institution nous disait, écoutez, faites, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, faites une vidéo YouTube, ça permettra vous continuer à travailler, à faire votre travail. Et moi j'ai commencé comme ça. J'ai fait une première vidéo sur mon tableau préféré, les Bergers d'Arcadie. Et voilà. Et donc j'ai fait cette vidéo et elle a plutôt bien marché. Et donc après je me suis dit tiens c'est amusant. Et après donc voilà c'est des petits extraits surtout pour mes étudiants. Donc c'est un truc d'amateur. Hein, mais oui mais il y a une simplicité qui fait qu'on comprend et il y a le bon son et voilà tu vois et c'est quand même un savoir aussi que tu partages qui est plus large que je sais pas t'as 100 élèves dans l'école dans la classe. C'est des promotions de 300. Hein, 300. Mais enfin bon, il y a quand même un truc comme ça de partage que je trouve très beau, quoi. Alors, on va passer à la seconde partie de l'émission. On est évidemment hyper en retard, mais tout va bien. Je t'ai demandé une de tes œuvres dont tu es particulièrement fier dans ta carrière, et tout ça d'une cohérence assez dingue, puisque justement, c'est ton manuel de l'école du Louvre, publié en 2021, sur les arts en Europe au XVIIe siècle. Voilà, c'est l'aspect pédagogique. Moi, il me semble que quand on est passionné d'art, eh bien, il faut le transmettre. Et en tout cas, moi, j'ai cette passion d'essayer de transmettre la beauté, l'amour de l'art. Et ça passe par un enseignement et ça passe par des manuels. Et donc, j'ai eu un immense plaisir à écrire ce manuel qui est le fruit de 15 ans d'enseignement à l'école du Louvre. Donc, c'est vraiment, tu sais, ce genre de manuel, c'est les étudiants qui le construisent parce que c'est leurs interrogations, leurs remarques, etc., qui font que tu vas transformer ton cours, l'orienter d'une manière ou d'une autre. C'est un panorama de tout l'art du XVIIe siècle, donc ça m'oblige un peu à sortir de la peinture, comme tu l'as compris, c'est mon domaine de prédilection, mais voilà, je parle aussi de sculpture, d'architecture, etc. Et voilà, c'est un livre dont je suis... c'est à chaque fois que tu écris un livre, souvent, moi, après, je me dis, bon, c'est complètement nul, c'est mal écrit, etc. Et c'est un des rares où finalement, j'ai plaisir à le relire, à le reprendre en main, et en espérant qu'il soit utile, qu'il donne le goût de la peinture et des arts, de la beauté à des étudiants. Et alors, je t'ai demandé un des échecs qui avait marqué ta carrière. Et là, tu galères, on va dire, à sortir un livre sur les représentations animales dans l'histoire de l'art. Ouais.
Alors là, j'ai mis de Chauvet à Rosa Bonheur parce que j'aimais bien cette vache de dos de Rosa Bonheur. Très bon. Et donc là, c'est chez Cohen & Cohen. Voilà. C'est des gros livres. Hein, voilà, c'est des gros livres et je me suis engagé, j'ai signé un contrat, etc. Voilà. Mais sauf que voilà, l'idée, parce que ça n'existe pas, c'est de partir, de montrer en fait la représentation animale, qu'elle est au cœur de l'art européen depuis 36 000 ans, hein, parce que Chauvet, c'était il y a 36 000 ans, c'est quand même pas rien quand on imagine, c'est magnifique, moi. Oui. Je suis un passionné par ailleurs des grottes préhistoriques, je les ai toutes vues, toutes celles qui étaient visibles. Sinon les copies. Tu as eu la chance de la Chauvet ? Non, pas la vraie. J'ai vu donc Chauvet, la réplique. Ouais. Mais ça me passionne et je trouve que c'est extraordinairement fort, puissant et qu'il y a un lien, un fil, donc une histoire à raconter entre Chauvet et aujourd'hui. Voilà, les animaux que vous voyez là, peints par Thomas, ils sont dans cette longue tradition de peinture animalière. Et animalière, le terme me gêne un peu parce que c'est souvent un peu dépréciatif, quoi. C'est vraiment la peinture animale. Et l'idée aussi de ce livre, c'était de montrer combien c'est noble, combien d'ailleurs tous les plus grands artistes, des Rembrandt ont peint les animaux, Dürer a gravé un rhinocéros, enfin Picasso évidemment, la peinture animalière. Il n'avait pas vu le rhinocéros, je crois. Il n'avait pas vu. Ouais. Voilà, tu vois, il n'avait pas vu. C'est d'après une description, il est quand même extraordinairement puissant. Et donc voilà, c'était raconter toute cette histoire. Sauf que voilà, quand on vend un projet de livre à des éditeurs qui sont extraordinaires. Qui sont complètement fous, on peut dire. Ils sont fous. Ils sont fous parce qu'il faut des énormes livres. Voilà. Et donc, voilà, moi je me suis engagé et je galère. Et j'espère que ce ne sera pas un échec in fine, mais j'ai beaucoup de mal parce que c'est peut-être que j'ai vu trop grand, je ne sais pas. Je sais pas, non, toi en tant qu'artiste, j'espère que je vais y arriver. Mais en tout cas, les délais, j'aurais dû le rendre déjà il y a 1 an et demi. Donc voilà. Et si j'y arrive, voilà, vous vous souvenez de ce qu'on on goûtera ton courage. Ça, c'est les Chinois, ils disent que quand on fait une erreur, il faut aller jusqu'au bout. Là. Donc, voilà, je t'ai demandé une peinture d'histoire de l'art une peinture d'histoire de l'art qui était particulièrement importante pour toi. Et donc là, tu m'as proposé Les Bergers d'Arcadie. Donc j'ai trouvé des vidéos de def un petit peu mieux sur Internet, mais bon, pas beau. Voilà. Très belles images. Voilà. Donc pourquoi c'est le plus beau tableau du monde, quoi. Carrément, quoi. Voilà, ça dans mon exposition. Je compte d'à côté, il ne tient pas le coup, quoi. Je suis désolé. Donc au Louvre, ce qu'il faut aller voir, c'est ça. C'est dans la salle Poussin, c'est le plus beau tableau du monde. Pourquoi c'est le plus beau tableau du monde ? Parce que c'est le tableau qui pose la question. C'est la salle 825, hein, c'est ça ? Exactement. Qui pose la question la question fondamentale. Quelle est notre place ? Pourquoi sommes-nous dans ce monde, quoi ? Qu'est-ce que la mort ? Quelle est la relation entre la vie et la mort ? Comment faut-il vivre ? Tout est là-dedans. En un mot, ce sont des bergers qui vivent dans un paradis terrestre dont on rêverait, c'est-à-dire un paradis qui est l'Arcadie, qui est en Grèce, qui existe encore. Si vous visitez la Grèce, allez au cœur du Péloponnèse. C'est d'ailleurs vraiment encore aujourd'hui un paradis. Allez-y en train, sinon vous allez faire tout brûler l'Arcadie. Mais voilà. Exactement. Et où les hommes vivent en communion avec la nature parce que voilà, sont des bergers, parce que la nature est belle, parce que la nature est accueillante. Et même dans ce paradis terrestre dont on rêve aujourd'hui, la mort est là. Parce que c'est bien de dire on a cet objectif, ce rêve de préserver cette terre et d'en faire un jardin, d'en faire un paradis, mais la mort sera toujours là. Et donc, qu'est-ce que la mort et qu'est-ce que la mort a à nous dire ? Donc là, ils sont dans un cercueil. Et la réponse, la mort, c'est le cercueil. La réponse, elle est dans l'inscription qu'ils sont en train de déchiffrer, l'inscription latine. À peu près. Qui dit et in Arcadia ego. Et en fait, c'est le mort ou la mort elle-même. Il y a 2 interprétations qui parlent. Soit c'est le mort qui dit j'ai vécu en Arcadie, c'est-à-dire j'ai connu le plaisir de vivre comme nous, donc et ça c'est carpe diem dora, c'est-à-dire cueillez le jour, cueillez l'instant, profitez de chaque instant, parce que la mort va arriver, la mort est imminente. Ou alors c'est la mort, et là c'est quelque chose de plus dramatique. Il y a les deux chez Poussin, c'est-à-dire c'est un memento mori, c'est-à-dire c'est dire tout ce que vous aimez. Dans ce paradis terrestre est très éphémère et presque n'existe pas. Il y a peut-être autre chose, un autre monde. Voilà. Donc ce sont les religions. Quelle était la religion de Poussin ? On avait fait cette expo Poussin et Dieu. Une religion peut-être syncrétiste entre la tradition païenne et la tradition chrétienne. Donc il y a vraiment, je trouve qu'un artiste pose la question fondamentale
il y répond de manière aussi poétique, parce que Poussin, c'est un artiste poète, alors on est face à la beauté absolue. Et moi, je trouve ce tableau, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, et il faut aller dans cette belle salle Poussin, donc la salle 825, prendre le temps du regard, pas regarder et passer à autre chose, s'arrêter devant, vous allez peu à peu être emporté, fasciné, hypnotisé par ce tableau. Et je pense qu'il va enrichir votre vie. Et quand vous passerez dans la salle suivante, vous ne verrez pas le monde de la même façon. Voilà. Pour moi, c'est le plus beau tableau du monde. Puis cette figure très poétique de se pencher sur son ombre aussi. Qui est aussi l'ombre, c'est aussi une preuve qu'on existe. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs auteurs, Claude Lévi-Strauss a écrit les plus grands aussi, ses œuvres, les plus grands ont écrit dessus. Claude Lévi-Strauss a écrit un très beau livre, Regardez, écoutez, lire, et il parle de ce tableau et il dit, vous voyez, il y a l'ombre, et l'ombre, on a l'impression qu'elle a la forme d'une faux. Donc la mort, elle est présente aussi par le biais de cette ombre. Et pour Claude Lévi-Strauss, c'était pas la bonne présence de la mort, c'est-à-dire cette ombre, c'est pas la vraie mort. La vraie mort, pour Claude Lévi-Strauss, c'est, reprend la vue d'ensemble, c'est cette figure de jeune femme à droite qui est consolatrice, qui est la seule figure féminine du tableau et qui a ce geste de tendresse. Et donc c'est une mort tendre, une mort bienveillante. Ça, c'est la lecture de Lévi-Strauss. Et je trouve qu'un tableau qui a autant à dire à chaque génération, à chaque siècle, à chaque grand cerveau, à chaque grand, grand exemple d'humanité, c'est que c'est une œuvre hors norme, quoi. Donc voilà, moi, c'est un tableau qui me touche. Et voilà, je voulais te le mettre. Et un tableau que tu n'aimes pas, enfin une peinture d'histoire de l'art que tu n'aimes pas, que tu ne comprends pas encore, que tu rejettes. Tu m'as proposé ce Piet Mondrian, composition avec du rouge, du bleu, du noir, du jaune et du gris, qui date de 1921. Alors c'est parce que j'aime beaucoup Mondrian, mais le problème c'est que j'adore le Mondrian avant ça. Figuratif. En fait. Voilà, il y a eu une expo à Orsay il y a quelques années qui montrait en fait toute la richesse, la puissance, la beauté. Il y a un côté très expressionniste, les arbres, la puissance des arbres avec l'éclat des couleurs, etc. Moulins, et moi je suis emporté et séduit par le Mondrian expressionniste et autres. Et je trouve que, alors que c'est aujourd'hui des icônes reprises par Yves Saint-Laurent, donc c'est incritiquable, hein, je le reconnais. Hein, là aussi, il faut une certaine modestie. Je ne vais pas vous dire que ce tableau-là et ces tableaux-là de Mondrian sont pas admirables, mais effectivement, moi, je trouve trop de comment dire, et c'est mon côté scientifique justement. Je trouve ces tableaux trop scientifiques, trop techniques finalement. Pas, je trouve que la peinture a quand même besoin du sentiment et c'était évidemment un désir, une volonté affirmée par Mondrian d'exclure le sentiment, de faire quelque chose de purement scientifique, c'est-à-dire de faire de l'art une science. Et moi qui ai un peu goûté finalement aussi bien au domaine de la science qu'au domaine de l'art, je suis pas convaincu, quoi. Je trouve que ces deux domaines séparés, extraordinaires tous les deux, enfin je veux dire les découvertes scientifiques, enfin les acquis de la science sont l'honneur de l'esprit humain. D'ailleurs, comme disait le groupe Bourbaki, pour l'honneur de l'esprit humain, la science c'est l'honneur de l'esprit humain. L'art c'est aussi l'honneur de l'esprit humain. C'est pour dire Baudelaire, la fierté, hein, la dignité de l'homme, hein, ce sanglot. Mais c'est deux choses. Cet ardent sanglot qui court d'âge en âge. Exactement, cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et qui vient mourir au bord de l'éternité. C'est merveilleux, hein, c'est les phares, poème de Baudelaire. Je vois que tu es aussi un amateur de Baudelaire. Mais je trouve que ces deux domaines, c'est des moyens différents et vouloir finalement les réunir, les rapprocher, c'est appauvrir. Et donc voilà. Et puis par ailleurs, après c'est personnel, face à ces tableaux-là, évidemment, j'ai ressenti beaucoup moins d'émotion que face au tableau de Genèse, au tableau précédent de Mondrian. Je t'ai demandé un livre sur l'art, un catalogue, un texte critique qui t'a influencé, et tu m'as proposé Émile Malle, l'art religieux du XIIIe siècle. Alors, c'est paru en 1898, donc vous pouvez le retrouver sur Gallica gratuitement, mais là c'était une édition. Oui. Voilà. Je dis ça parce que Gallica, tout ce qui est en dessous de 1950, c'est gratos, voilà, faut pas hésiter à aller regarder. Et donc pourquoi ce livre ? Parce que j'adore la figure d'Émile Malle, c'est un historien moi, que j'adore, qui m'a beaucoup marqué, beaucoup influencé. Ce livre, c'est essayer de comprendre l'art des cathédrales à un moment où finalement c'est très mal compris, l'iconographie, la signification. Il a lié ça à la littérature, donc au grand miroir de Vincent de Beauvais. Il a fait le lien entre la scolastique et l'architecture pour essayer de comprendre en allant voir. C'est vraiment pour ça que c'est les débuts de l'histoire. C'est peut-être le premier grand historien d'art français. Hein. Et il allait voir, il connaissait intimement toutes les églises de France.
Au point qu'il y a une relation très belle et très amusante avec Proust. Proust était en correspondance avec Émile Malle, et lorsqu'il lui-même passionnait d'églises, les vieilles églises, l'église d'Illiers, Combray dans la recherche, eh bien, il demandait des conseils de visite à Émile Malle, donc il correspondait ainsi. Et puis, Proust admirait aussi le style. Alors, c'est un extraordinaire styliste, ça aussi. Je trouve que c'est un aspect un peu particulier de l'histoire de l'art français, d'allier la passion de la beauté, de l'art, avec le goût de la littérature et le talent littéraire. Et Émile Malle réuni, c'est un bonheur à lire, ce bouquin. Élie-Faure aussi. Et Élie-Faure, Jacques Tullier aussi, moi j'aime bien. Jacques Tullier aussi. Et donc voilà, c'est cette grande tradition très particulière qui, moi, me touche et je trouve a ouvert des chemins et je trouve et reste très actuel, mérite d'être lu, même si évidemment c'est prisonnier d'un moment de l'histoire. On a beaucoup évolué depuis, la vision de l'art du Moyen-Âge a énormément évolué, mais je trouve que ça vaut la peine d'être lu. Trop bien. Et sinon, on a une peinture contemporaine que tu aimais. Tu m'as proposé Francis Bacon, Étude pour une corrida numéro 2, 1969. Donc là, il n'y a toujours pas les problèmes de droit. Donc là, pour le coup, je n'ai pas les hautes def non plus. Mais il faut aller à Lyon le photographier. Voilà, c'est au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et j'adore ce tableau. Ouais. J'adore Francis Bacon. C'est un artiste qui me touche, qui est un artiste, un peu le rival. Il se sentait le rival de Picasso, et à mon avis, il avait l'étoffe de l'être. C'est un artiste qui, tu sais, toi qui as le goût de la fête, qui vivait sa vie dans le Londres de la fête, mais avec un goût absolu. Tu as beaucoup de points communs, je trouve, avec Francis Bacon, parce qu'il y a le goût. Le goût de la peinture et le goût de la matière. La matière, tu as vu des gros plans, tu vas voir, c'est à l'huile, mais l'huile, elle est grumeleuse, elle est en relief. Il y a par ailleurs la question animale, moi, qui me passionne et qui est vraiment posée. C'est une corrida, donc c'est la grande tradition des grands peintres amateurs de corrida. Picasso, évidemment, Goya. C'est possible que ce soit une commande, d'ailleurs, parce que je crois qu'il il a fait toute une série de tableaux, dont plusieurs sont en main privée. Celui-ci est à Lyon. Et après, l'interprétation aussi. Alors, il y a la puissance de l'image, je trouve, le mouvement, la puissance animale, c'est coulé de matière. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la sueur de l'animal ? Il jetait le blanc, là, c'est jeté. Il jette la matière sur la toile. Le combat de l'homme et de l'animal. Le public qu'on voit à l'arrière-plan. Et regarde ce drapeau, on a l'impression que c'est un drapeau nazi. Tu vois, une sorte de régression de l'humanité qui regarde ce spectacle et qui devient presque barbare. Donc il y a énormément. Alors tout ça n'est pas dit et dit à la fois. Je trouve que c'est un tableau. Lorsqu'on est face à ce tableau, on ressent sa puissance, sa sauvagerie. Il y a la figure animale qui était un sujet qui tenait à cœur à Bacon. C'est aussi pour ça que j'aime cet artiste. Et sans donner les réponses, mais en posant beaucoup de questions. Et en tout cas, et puis regarde l'audace des couleurs. Regarde les oranges. Le rose et l'orange. C'est quand même extrêmement hardi. Il faut arriver à les concilier. Pour moi, Bacon, c'est l'un des immenses peintres il y a Picasso, il y a Matisse, mais Bacon, on l'oublie un peu parce qu'il est anglais. En France, on a parfois un peu de mal. Il était chouchouté quand même en France. Il y a eu une belle rétrospective à Beaubourg il y a quelques temps. En tout cas, c'est un artiste que moi j'adore cet artiste et ce tableau. En fait, parce que j'ai aussi fait l'expo Poussin à Lyon, donc j'ai passé beaucoup de temps face à ce tableau. Et quand tu m'as demandé, bien sûr, le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est un des meilleurs musées du monde, il est trop génial. Merveilleux musée. Trop génial. Et d'ailleurs, il y avait une exposition à Beyeler c'était Francis Bacon und die Bildtradition. Et d'un coup, il mélangeait des Velasquez avec des Bacon. C'était il y a longtemps, c'était en 2000, comme ça. Je pense que ça aussi, c'est un truc qui incroyable. Mais c'est un truc, je pense, qui te parle aussi. En tout cas, c'était incroyable que ça tienne aussi bien face à Titien, face à Velasquez et tout ça. Un artiste extraordinairement novateur, qui là aussi, tout autant que Picasso, ouvre des voies nouvelles à la peinture. En même temps, il est habité par Velasquez, il est habité par Poussin, le cri, tu sais, le massacre des innocents de Poussin, c'est un tableau qui l'a marqué, il le dit. Et donc la figure du cri qui est omniprésente chez Bacon, elle vient de là, elle vient de Poussin. Il y a Rembrandt aussi, le bœuf écorché, un tableau qu'il a habité. Et donc on peut être, moi c'est quelque chose auquel je crois profondément, c'est qu'on peut être habité par la grande tradition de la peinture et être un artiste qui ouvre des voies nouvelles. Ça, je mettrai en lien, il y a une interview très drôle de Thierry Ardisson qui interviewe Francis Bacon, et il interviewe de manière très très vulgaire. Et il fait, alors Francis, t'es le peintre le plus connu du monde, nanana. Combien tu fais de tableaux par semaine, quoi? Et là, Bacon, très mélancoliquement en français, lui dit, par semaine,
par mois, par an, je sais pas, peut-être 2 par an. Voilà. C'est assez beau sur le temps de la peinture. Voilà. Je t'ai demandé un peintre contemporain français que tu aimais, et tu m'as proposé Yann Lacroix, avec un tableau qui s'appelle Fra, qui est tout petit, qui fait 27 sur 22 cm, de 2023. Alors Yann Lacroix, il est galerie Ansar Benichou, donc c'est rue Chapon, juste à côté, pas très loin. Alors pourquoi ce tableau de Yann ? J'adore aussi son travail que j'ai un peu découvert grâce à toi, voilà. Et c'est pas dit assez, je crois. Voilà, et c'est un artiste qui me touche beaucoup, donc qui est pour le coup très jeune. On est vraiment dans la peinture en train de se faire, la peinture contemporaine. T'es dur, c'est pas sympa ça. Non, il est très beau en plus, c'est très beau. Et ce tableau me touche parce que c'est comme un peu pour Bacon, comment finalement partir de la confrontation à un maître. En fait, il a été marqué par une annonciation de Fra Angelico, qui est au Prado, et ce tableau l'a, hypnotisé, l'a touché, il en parle vraiment avec beaucoup d'émotion, et il part de ça, mais en faisant quelque chose de complètement neuf, en évacuant tout côté narratif, les figures, les personnages. Il reste le cadre, il reste la texture, il reste la matière, et j'aime beaucoup son travail sur la matière, c'est cette manière de finalement d'effacer, de donner un côté extrêmement diaphane, et qui vraiment lui appartient, je trouve, parmi les jeunes peintres contemporains, et avec une puissance de l'image et dans l'esprit, je trouve, de Fra Angelico. Donc il y a un lien à 5 siècles d'écart, quelque chose de très contemporain, il me semble, et quelque chose de puissant, de modeste dans les dimensions. Donc voilà, moi c'est typiquement un tableau qui me fascine. Trop bien. Et en ce moment, il fait aussi des fresques effacées, là. Il est dans un truc comme ça d'anamnèse. Et écoutez, moi, on a fait 1h10, je trouve très très bien. Voilà, donc je suis très content. Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment super, c'était vraiment passionnant. Thomas. Et merci à l'équipe des filles Calvaire. Et puis voilà, c'était la dernière émission hors série en public de cette expo. Voilà, on en fera sûrement d'autres un autre jour, je sais pas où, quand. Voilà. Merci à tous.